Bonjour Alice Ruffo. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. Beaucoup de choses à voir avec vous ce matin. Évidemment, le réarmement de la France, de l'Europe, le budget de la défense, bien sûr, le nouveau service national. Mais commençons avec l'actualité du moment, c'est le Groenland. Cette mission européenne à la demande du Danemark, avec notamment Allemagne, Royaume-Uni, Suède, mais donc aussi la France. Une quinzaine de chasseurs alpins sur place. On prévoit de faire peur à qui avec 15 soldats? On ne cherche pas à faire peur, on cherche à défendre nos intérêts. C'est un exercice, juste pour préciser, parce que les mots comptent en la matière. Vous avez une situation où un pays européen, le Danemark, fait appel à ses alliés pour dire je dois défendre ma souveraineté face à une montée des tensions, des rivalités de puissance dans la région arctique et au Groenland, et qui appelle à contribution ses alliés. On répond. Emmanuel Macron, hier, a annoncé des moyens terrestres, aériens, maritimes. Il a annoncé que ce serait envoyé dans les prochains jours. Est-ce que ça veut dire que cette mission européenne militaire, elle a vocation à gagner en puissance? Est-ce qu'à terme, il y aura plusieurs centaines de soldats français? Oui, alors... je vois que depuis hier, il y a un débat sur les chiffres, combien, puis chacun annonce. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Si vous voulez, quand vous faites un exercice, vous pouvez aller jusqu'à effectivement plusieurs centaines. Ça a été le cas. D'ailleurs, l'année dernière, on n'en parle pas, mais il y a eu un exercice qui a été organisé à la demande du Danemark, qui s'appelle Arctic Light, qui a réuni, je crois, à peu près 500 militaires issus des pays de l'OTAN. Voilà, donc ça existe. Mais simplement, quand on monte un exercice comme celui-là, on n'annonce pas au fil de l'eau. Il y a d'abord des demandes danoises, ensuite on se coordonne, et puis c'est l'effet produit qui compte dans un exercice plutôt que le nombre. Pour bien comprendre, malgré tout, le nombre est quand même important. C'est plutôt plusieurs dizaines de soldats français ou plusieurs centaines de soldats français? Ça dépendra des besoins, mais vous savez, là vous parlez des commandos de montagne, etc., qui sont la dimension terrestre. Le président a dit il y aura une dimension aérienne et une dimension de surveillance maritime. Ce qu'il faut dire, et pour expliquer, c'est que par exemple, je reprends l'exemple de l'exercice de l'année dernière, vous aviez des avions de ravitaillement, par exemple, le fameux RMRTT dont on a tous vu hier les images. Vous aviez des éléments, par exemple, de surveillance maritime. Parce que c'est quoi l'effet produit? C'est quoi qu'on recherche? C'est ça le truc qu'il faut savoir. C'est, en gros, c'est pouvoir travailler dans les conditions de grand froid. Oui. C'est pouvoir envoyer un signal stratégique. On défend le territoire sur lequel on est souverain. Voilà, donc c'est l'effet produit plutôt que le nombre par domaine. C'est malgré tout un tournant. Et est-ce qu'il faut y voir dans cette mission une première étape avant l'envoi de troupes combattantes, ou est-ce que justement c'est le scénario qu'il faudrait absolument éviter pour vous? Mais quand l'Union européenne ou les pays membres de l'Europe font un exercice militaire, c'est un signal. C'est pour donner un signal, c'est-à-dire un signal de détermination. Mais à tout le monde, quand on défend sa souveraineté, il y a dans l'Arctique, au-delà du Groenland, au sens strict, il y a dans l'Arctique une menace russe et une présence chinoise de plus en plus importante. C'est pas nouveau, ça date pas d'il y a 15 jours. Nous, on a fait une stratégie arctique l'année dernière, justement, pour expliquer quels étaient les enjeux, nous, ministère des Armées. Et donc, voilà, quand vous avez une rivalité de puissance qui s'accentue dans une zone qui est stratégique, et on peut y revenir si vous voulez, forcément, vous devez montrer que vous êtes capable de défendre votre souveraineté. Et ensuite, il y a la question des États-Unis. Et évidemment que le signal qui est donné, il est aux États-Unis aussi. Mais il est européen, le signal. Et c'est ça qui est très important et qui est effectivement un changement important, une avancée importante. C'est quand même pas complètement clair. Enfin, ce que vous nous dites l'est, mais ce qu'on peut entendre de certains de nos alliés, la ministre des Affaires étrangères suédoise, par exemple, c'est valable aussi du côté allemand, où on nous dit, voilà, il s'agit de dissuader la Russie et la Chine qui ont renforcé leur présence dans l'Arctique. Personne ne parle des États-Unis. Enfin, tout le monde parle des États-Unis sur nos antennes, sans etc. Sans le dire. Non, mais écoutez, les États-Unis je pense qu'on a été assez clairs, nous, sur la question du Groenland. Il faut défendre la souveraineté territoriale des pays membres. Il y a de la solidarité stratégique qui s'exerce. Le Danemark, on va pas parler à la place du Danemark, le Danemark a été très clair, les Groenlandais ont été très clairs. Ils nous demandent quelque chose, on répond. Voilà, c'est par rapport à la menace qui effectivement existe dans la région et qui est documentée depuis plusieurs années, d'une présence de plus en plus affirmée de la Chine et de la Russie, mais évidemment qu'il y a la question des États-Unis sur lequel ils demandent au fond quelle est la justification de la position américaine. Il y a justement ces éléments sur la Russie et la Chine. Et puis il y a aussi la volonté d'acquérir le Groenland. Ça, c'est non. Voilà. Mais quand vous dites signal, c'est le mot que vous avez utilisé, le signal envoyé aux États-Unis, il consiste à dire quoi ?
que les Européens sont déterminés à défendre leur souveraineté, mais c'est pas qu'aux États-Unis. Quand on envoie un signal sur la volonté de défendre sa souveraineté, on l'envoie à tout le monde. Et on l'envoie aussi à nous-mêmes. J'ajoute un point. Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'on le fasse pas ? Nous aussi, on a des territoires en outre-mer, on les protège. Si on se dit, finalement, c'est pas grave, si, c'est grave, on défend sa souveraineté. L'idée, c'est de démontrer que le Groenland n'est pas défendu que par des attelages de chiens de traîneau, comme le dit Donald Trump ? Non, je crois pas qu'on puisse qualifier, quand on regarde les exercices de l'année dernière... C'est Donald Trump qui le dit. Hein. Oui, mais mais un avion MRTT, un navire de surveillance maritime, et puis les moyens aussi déployés par le Danemark, et puis les autres Européens, je crois pas que ce soit des chiens de traîneau, même si les chiens de traîneau, ça peut être utile dans les plans grand froid. Alors, écoutez justement la réaction de la porte-parole de la Maison-Blanche. Elle s'est exprimée, c'était hier soir. Je ne pense pas que le déploiement de troupes en Europe ait un impact sur la prise de décision du président. Cela n'a aucun impact sur son objectif d'acquérir le Groenland. Aucun impact. Donc ça veut dire que finalement, on s'agite, mais ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, il n'y a pas d'effet manifeste sur la Maison-Blanche pour le moment. Mais quand on défend sa souveraineté, quand on est déterminé à être solidaire de ses alliés sur la défense de sa souveraineté, on le fait parce qu'on veut faire ce qui est dans notre intérêt. Mais ça vous inspire quoi, cette réaction de la porte-parole de la Maison-Blanche ? J'entends la volonté d'acquérir le Groenland. Bon, c'est pas un territoire à vendre, hein, c'est un territoire souverain de l'Union européenne et puis de l'OTAN. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, si vous voulez, un pays de l'OTAN qui voudrait, d'une manière par la force, même si j'ai l'impression que ça a été quand même plutôt écarté, ou par l'acquisition, s'emparer du territoire d'un autre. Enfin, c'est un scénario dans lequel, c'est la fin de l'Alliance Atlantique, mais on n'en est pas là. Au-delà de ça, Alice Ruffo, ce que dit cette réaction, c'est en gros, vous autres Européens, vous ne nous impressionnez pas beaucoup. C'est quand même ça que dit cette réaction de la porte-parole de la Maison-Blanche. Parce que l'objectif, c'est se positionner. Cette porte-parole se positionne dans une dialectique de confrontation et de rapport de force. On est dans une alliance. Dans une alliance, on défend des intérêts stratégiques communs. Le Danemark a été largement solidaire des États-Unis par le passé, s'est engagé à la demande des États-Unis dans de nombreuses opérations, etc. C'est ça, la solidarité stratégique. Voilà, donc on n'est pas dans une situation de confrontation. Maintenant, les États-Unis disent que le Danemark n'a pas fait assez, que les Européens n'ont pas fait assez. C'est faux, d'ailleurs, la preuve, on est en train de le renforcer, etc. Et après, il y a aussi des éléments qui doivent être fixés de respect de la souveraineté. Et donc, je crois que le Danemark a été très clair sur le fait que, et le Groenland aussi, que c'était pas à vendre, qu'il n'y avait pas de débat sur la souveraineté. Voilà. Mais en cas d'escalade, vous nous dites ce matin, il y a peu de risques qu'il y ait une intervention, du moins militaire, des Américains. C'est ce que vous comprenez. Mais en cas d'intervention américaine, qu'est-ce qu'il se passe ? Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que nos soldats restent sur place ? Est-ce qu'on entre en conflit ou est-ce qu'ils s'en vont ? Pour l'instant, franchement, on ne se place pas dans ce scénario. Et d'abord, c'est quand même difficile de faire des scénarios fiction sur des situations aussi graves que celles que vous évoquez, comme une hypothèse, au fond, de confrontation au sein de l'OTAN. Je veux dire, c'est un autre monde. Voilà. Si jamais ça devait se passer, c'est un autre monde. Et un point quand même. L'Alliance Atlantique, la manière dont je l'entends parfois restituer, on a l'impression que c'est que pour les Européens, etc. Mais pardon, dans l'Arctique, les États-Unis ont des intérêts de sécurité. Dans l'Atlantique Nord, les États-Unis ont des intérêts de sécurité. L'Alliance Atlantique, le fait d'avoir des partenaires, le fait d'agir de manière collective, le fait, aussi de vendre des armes à l'Europe, comme ils l'ont beaucoup fait, notamment au Danemark, qui avait une position très atlantiste par le passé, qui a beaucoup changé sur cette position-là, en faveur de la souveraineté européenne, mais quand même, c'est dans l'intérêt des États-Unis. D'ailleurs, vous avez vu aussi les réactions au Congrès qui ont pu avoir lieu, etc. Donc, à la question que vous me posez, je veux dire, on se met pas dans un scénario qui est un scénario dans lequel nous ne sommes pas et dans lequel personne ne souhaite aller. Vous ne vous mettez pas dans ce scénario, on l'entend, mais est-ce que aujourd'hui c'est pour vous quelque chose qui est imaginable ou qui est de l'ordre de l'inimaginable ? Si vous voulez, le scénario dans lequel un pays de l'OTAN aussi important que les États-Unis s'emparerait par la force, quelle que soit la modalité, du territoire d'un autre pays de l'Alliance, non, quand on raisonne rationnellement en fonction de ses intérêts, en fonction de ses principes, etc., on ne peut pas prendre des décisions sur la base d'un scénario qui est un scénario du pire. Voilà. Donc on réfléchit, mais nous, la manière dont on travaille en matière militaire, sur les exercices, etc., c'est la défense de nos intérêts. C'est pour ça qu'on fait des exercices. C'est pas uniquement pour envoyer des signaux. Pourquoi on fait des exercices dans l'Arctique ? Parce qu'il faut pouvoir intervenir dans ces zones où quand même le froid implique une adaptation des forces. C'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour défendre nos intérêts, c'est pour défendre notre souveraineté. C'est pas juste
en fonction des déclarations d'un tel ou un tel. D'un mot, ça pose quand même la question de notre attitude à nous, Européens, à nous aussi Français, vis-à-vis de cet impérialisme américain. Et on voulait vous montrer une photo ce matin. Une photo que vous avez postée sur votre réseau social X. Voilà, elle s'affiche pour ceux qui nous regardent à la télévision. On vous voit donc aux côtés de Charles Kouchner, qui est donc l'ambassadeur des États-Unis en France. Vous l'avez rencontré au mois de décembre. Or, on sait que ces relations, notamment avec le Quai d'Orsay, sont plutôt compliquées. Vous, de là où vous êtes, au ministère des Armées, vous revendiquez d'avoir ces liens avec les Américains, de leur parler finalement dans ce moment de tension. Alors complètement, moi j'assume complètement. Pourquoi je l'ai vu en l'occurrence, c'est parce que nous préparions la réunion de la coalition des volontaires qui s'est tenue la semaine dernière à l'Élysée et où on recherchait au fond une convergence entre les Européens, les Ukrainiens et les Américains pour défendre la souveraineté de l'Ukraine à un moment où évidemment la Russie continue de pilonner, on n'en parle plus, mais enfin ça continue, notamment sur les infrastructures énergétiques. Bon voilà, il faut préparer cette réunion, ça s'appelle les canaux diplomatiques, il y a aussi des canaux diplomatiques de défense, donc oui, absolument. C'est la réelle politique. C'est la diplomatie. Il reste des interlocuteurs en qui on peut avoir confiance, les États-Unis ? Oui, on travaille avec. Moi, je suis allée. J'ai rencontré l'ambassadeur, mais je suis aussi allée au Pentagone où j'ai des homologues où on travaille. Je crois que la coalition est quand même un exemple mais un exemple intéressant parce que au fond, c'est d'abord les Européens qui ont pris l'initiative sur les garanties de sécurité. C'est nous qui avons lancé cette coalition avec les Britanniques, avec d'autres. D'ailleurs. Voilà, et on est allé voir les Américains sur la base de quelque chose qui était fait entre Européens. C'est une coalition qui est très européenne. Aujourd'hui, c'est cette coalition-là qui assure le soutien à l'Ukraine. Donc, il y a des choses qui ont quand même beaucoup bougé. Et quand on va voir les États-Unis, on leur parle au nom du fait qu'on a travaillé dans cette coalition, qu'aujourd'hui c'est l'Europe qui assure le soutien à l'Ukraine, qui le paye, qui le finance, qui le fournit, et que cette coalition permet de donner des garanties de sécurité. Donc c'est un dialogue opérationnel. D'un mot encore quand même, parce que c'est intéressant ce que vous dites sur cette coalition des volontaires, sur l'idée qu'il faut avancer avec les Américains. On peut se demander aussi si les réactions de certaines chancelleries, et vous êtes un peu plus clair que certains ce matin, qui parlent du Groenland, la Chine, la Russie, sans jamais citer les États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas aussi une crainte d'être lâché par les États-Unis sur le dossier ukrainien? Mais je pense que le moment qu'on vit... étant, pardonnez-moi, offensif, ou du moins défensif un petit peu fortement sur le sujet du Groenland. Le moment qu'on vit en Europe, c'est quand même un moment où on se rend compte, partout en Europe, que les concepts d'autonomie stratégique qui ont été si critiqués par le passé, comme étant une idée française, pardon de le dire comme ça, mais finalement, vu l'accélération des menaces, vu l'accélération du monde, avoir des dépendances si forte est un sujet. Voilà. On n'est pas dans la même tradition. La France revendique de longue date, et puis il y a eu le discours de la Sorbonne en 2017, etc. Une volonté à la fois d'indépendance et de souveraineté européenne. Parfois, certains de nos alliés en Europe avaient une position qui n'était pas exactement la même que la France en la matière et qui était... très, très allante sur justement le fait de se mettre sous le parapluie américain, sous la protection américaine. Bon voilà, mais ce que je constate, c'est qu'il y a eu ce débat pendant des années. Aujourd'hui, on a eu la pandémie, on a eu la guerre en Ukraine, on a ce qui se passe aujourd'hui. Bon voilà, il faut avancer sur cette souveraineté, cette autonomie européenne, et ça bouge. La coalition des volontaires, ce qui se passe au Groenland, ça avance. Vous parliez d'autonomie, ça passe aussi par le réarmement. On va en parler dans une minute. D'abord, toute l'info, il est 9h moins le quart. Voici Philippine Thibaudeau. Les députés au repos, faute de compromis, les débats prévus aujourd'hui et lundi sur le budget sont reportés. Le texte reviendra dans l'hémicycle le mardi prochain. D'ici là, le gouvernement espère trouver un accord pour le faire voter, sinon il brandira le 49.3 ou l'ordonnance. Une mission militaire européenne au Groenland, mais pour qui et pourquoi? En raison des menaces russes et chinoises dans l'Arctique, répond le ministère allemand de la Défense, sans évoquer les ambitions de conquête de Washington, qui précise que ce déploiement de soldats ne change rien à son objectif, je cite, d'acquérir le territoire autonome danois. Rongeurs, cafards, surpopulation carcérale, la Cour européenne des droits de l'homme épingle la prison d'Elzo à Strasbourg. L'instance saisie par un ex-détenu incarcéré en 2016 qui condamne donc la France à lui verser une compensation financière pour dommages moraux. Et puis voilà un bon début pour l'équipe de France. Les handballeurs français tenants du titre ont battu hier la République tchèque pour son premier match de l'Euro, 42-28. Ils enchaînent dès demain face à l'Ukraine. France Info. Le 8h30 France Info, Adrien Beck, Mathilde Siro.
De retour dans le 8h30 de France Info avec notre invitée ce matin, la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffaut. Vous étiez hier aux côtés d'Emmanuel Macron sur la base aérienne d'Istres. Il présentait, le président de la République, ses vœux aux armées et il a semblé pousser une espèce de coup de gueule. En tout cas, il a exprimé un certain agacement à propos de nos industriels de la défense. On l'écoute. J'ai besoin d'une industrie de défense qui s'adapte davantage, qui ne considère plus que les armées françaises sont des clients captifs, parce que nous irons peut-être chercher des solutions européennes si elles sont plus rapides ou plus efficaces. Et j'ai besoin d'industriels de défense, regardent aussi la concurrence de manière plus lucide, et à qui je dis, allez plus vite, allez plus fort. Voilà, on sent une sorte d'impatience de la part du président de la République. Est-ce que nos industriels de la défense sont trop lents, Alice Ruffaut ? Il faut accélérer. Il faut accélérer parce que on voit bien la nature des menaces et surtout, je relis avec notre discussion d'avant, on voit bien que l'industrie, c'est quand même un peu le nerf de la guerre, là. Parce qu'au fond, partout les budgets en Europe augmentent. Le risque, c'est quoi ? Le risque, c'est que si vous augmentez les budgets et que vous n'avez pas une montée en puissance de l'industrie européenne, vous créez des nouvelles dépendances. Et on le voit chez certains de nos alliés qui vont aller chercher beaucoup à l'extérieur, etc. Mais une fois que vous avez dit ça, qui est, à mon avis, la bonne position stratégique, il faut que ça suive. J'ajoute. Pourquoi ça ne suit pas ? Quels sont les blocages, les lenteurs ? Mais parce qu'il y a aussi un changement, vous savez, le changement d'état d'esprit dans lequel, en fait, on vit tous, c'est-à-dire, au fond, se rendre compte que là, il faut aller très vite, augmenter le budget de la défense de manière très sensible. C'est le cas, j'imagine qu'on va y revenir. En tout cas, la proposition du gouvernement, parce qu'on regarde le contexte stratégique dans lequel on est. Et c'est pas qu'une prise de conscience des autorités, c'est une prise de conscience collective. Il faut augmenter les cadences, il faut produire plus, il faut aller chercher des marchés en Europe. Nos industriels font de l'export, et c'est très important l'export, et c'est parce que c'est ce qui permet de tenir une industrie, donc il faut aller chercher les marchés. Des entreprises qui, pour certaines, produisent 2 à 3 fois plus qu'au début, qu'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À un moment donné, qu'est-ce qui peut faire qu'elles produisent davantage ? Ce sont pour certaines, et on en parlait ce matin d'ailleurs sur France Info, des entreprises qui ne peuvent plus faire davantage aussi parce qu'elles manquent de personnes formées, aussi parce que les chaînes de production sont ce qu'elles sont. Enfin, à un moment donné, c'est aussi compliqué. C'est aussi ça la réalité quand même. Oui, vous avez raison. Je me permets d'ajouter que beaucoup de nos industries de défense, on parle souvent des très grandes entreprises de défense, c'est quand même beaucoup de PME, ETI. 4500 entreprises liées à la défense en France. Qui travaillent beaucoup et qui, mais ont besoin de commandes pour le coup et d'une visibilité. Et donc pour ça, il faut un budget. C'est quand même la priorité. Ensuite, mais la cadence doit augmenter. Il y a certains domaines dans lesquels la cadence a effectivement augmenté. Vous savez qu'on a lancé des chantiers en termes d'économie de guerre depuis plusieurs années. C'était ce mot qui permettait de mobiliser les industriels. Mais c'est aussi une manière, je crois, pour le président de la République de dire il n'y a pas d'autonomie stratégique sans industrie européenne forte. Donc allons-y. Mais c'est de la détermination. Est-ce que ce n'est pas un peu fort de café de la part du président de la République, de s'en prendre aux acteurs, aux industriels de la défense, quand on sait que, justement, vous citiez les PME, elles ne peuvent pas avancer la trésorerie. Donc, on a besoin de ces commandes publiques dont elles dépendent pour augmenter les cadences et pour augmenter leur production. Or, ça dépend du budget, de cette enveloppe supplémentaire de 6,7 milliards d'euros que vous proposez pour l'année 2026. Ce budget qui est bloqué. Vous avez reçu, il y a un peu plus d'un mois, sur le plateau de France Info, vous appeliez les députés à voter le budget justement pour cet effort de défense. On en est au même point. C'est-à-dire qu'il va y avoir des retards, en fait, liés à ce budget qui n'est pas voté concernant la défense. Il y a déjà eu un retard l'année dernière. Et on l'a vu, ça a posé des problèmes, ça nous ralentit. Il y aura un retard forcément cette année-là ? Par construction, puisque le budget n'a pas été adopté dans les temps. Très concrètement, ça va se traduire comment ? Très concrètement, si vous n'avez pas un budget, vous n'avez pas de commande, donc vous n'avez pas de possibilité d'avancer dans... Je rappelle pourquoi on a une industrie de défense, c'est pour se défendre, c'est pour faire tout ce qu'on fait en termes d'autonomie stratégique de la France, de l'Union européenne, etc. Donc en fait, il faut un budget. Voilà, c'est vrai. Vous en voulez aux parlementaires ? Vous leur dites là, ça suffit Non, parce que je vais vous dire, c'est pas une question d'en vouloir ou pas, mais simplement, depuis le moment où j'étais venue vous voir sur ce plateau, il y a eu un débat qu'on dit 50-1 qu'a souhaité le Premier ministre. Un débat sans vote devant l'Assemblée. Les parlementaires ont voté dans ce cadre, pas le budget, ça se saurait, mais
est en faveur d'une augmentation du budget de la défense. Donc, mais en même temps, si vous voulez, on peut pas le matin défendre l'indépendance nationale, la souveraineté, et l'après-midi pas trouver les compromis pour un budget. Ça, c'est pas vrai. Donc, on peut aller plus vite. Vous le savez, on a des instruments dans la Constitution qui permettent, d'abréger peut-être les débats qui n'aboutissent pas et de déclencher là des ordonnances, là un 49.3 pour qu'on ait un budget dans les prochaines heures. Oui, c'est ce que le Premier ministre a dit, et puis les propositions seront faites. Vous êtes soulagé pour votre ministère que le Premier ministre se décide à aller plus vite ? Je trouve qu'il y a, dans un moment très parlementaire, où il y avait un consensus quand même assez large parmi les forces politiques, pour tenir compte du contexte international, je trouve que les forces politiques qui disent « je suis favorable à l'indépendance nationale, mais je ne fais pas de compromis pour le budget ». Je veux que la voix de la France dans le monde soit plus forte pour défendre sur le Mercosur, sur le respect du droit international, mais au fond, je suis prêt à affaiblir la voix de la France en déposant des motions de censure, en créant le chaos. Ce sont des mensonges, ça n'est pas responsable. Effectivement, ça relève un peu du sabotage, comme je crois que le terme a été dit. Donc voilà, c'est décevant de la part de ces forces politiques. C'est bien de la part des forces politiques qui décident de jouer le jeu démocratique, de faire un compromis et de dire le pays doit avancer. On est déterminé aussi à se défendre, et on le fait par la voie démocratique et de la démocratie parlementaire qui permet un compromis. Si on refuse le compromis, c'est pas vrai qu'on défend ce qu'on dit défendre en termes d'indépendance nationale et de défense de la souveraineté européenne. C'est pas vrai. Alors, ce qui était étonnant aussi de la part du chef de l'État hier qui s'est exprimé concernant les armées sur cette base aérienne, pas un mot sur le SCAF, ce grand projet d'avion du futur que nous portons avec les Allemands. Qu'est-ce que ça veut dire, Alice Ruffo ? Ça veut dire que ce projet est encore au point mort et qu'on n'a pas suffisamment avancé pour que le président puisse en dire quelque chose dans ses vœux ? Non, ça veut dire que y a des discussions qui ont eu lieu depuis le mois de novembre, elles se sont poursuivies en décembre, je pense que depuis des années. Février. Oui, mais là il y a la fameuse phase 2, vous savez, pardon pour la technicité mais donc il y a des discussions qui se prolongent avec l'Allemagne. Il y avait eu un échange au moment du Conseil européen en décembre. Sous peu, il y aura une communication sur le sujet. C'est juste parce que les discussions sont... Pour nous dire que les choses avancent ? C'est une discussion, c'est une négociation pour voir comment on peut travailler ensemble avec nos Allemands. Mais on voit bien dans ce débat-là comment, au fond, le réarmement de l'Europe implique de discussions aussi stratégiques avec nos partenaires européens. Voilà, tout bouge très vite. Et vraiment, il faut qu'on puisse avoir une aviation du futur interopérable, forte et compétitive. C'est important. Encore un mot, Alice Ruffo, sur la défense, pour le coup, de notre territoire. Nous sommes à portée de tir russe. Nous devons nous saisir de nouvelles armes. Nous devons avancer sur des capacités de feu dans la très grande profondeur. Ça, c'est ce qu'a déclaré le président Emmanuel Macron hier. Capacité de feu dans la très grande profondeur, ça veut dire être capacité de tirer loin. En clair, est-ce que ça veut dire que demain, la France doit être en capacité de frapper Moscou ou Saint-Pétersbourg ? La Russie a beaucoup escaladé depuis quelques années et singulièrement depuis quelques mois avec l'utilisation de ces fameux missiles dont on considérait qu'ils rentraient dans la grammaire nucléaire et que donc sur le plan conventionnel, ils n'étaient en gros pas utilisés. C'est la Russie qui escalade. Bon, quand on a une puissance membre permanent du Conseil de sécurité qui continue l'escalade en ce sens, il faut aussi en tirer les conclusions. Donc, il faut, face à des missiles très longue portée comme cela, qu'est-ce qu'il faut au fond ? Il faut des moyens de détecter, c'est ce qu'on appelle l'alerte avancée, c'est-à-dire de les voir venir, tout simplement. Il faut des moyens de s'en protéger, parce qu'on appelle... Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de détecter ce type de missile. Dans la loi de programmation militaire et qui a considérablement renforcé les différents segments, je disais alerte avancée, protection aérienne et antimissile, et capacité de, au fond, gérer une escalade telle que la Russie nous l'impose. Donc de répondre, en fait. C'est ce que d'avoir les moyens, en tout cas, de répondre et de comprendre qu'on est quand même dans une situation de grande conflictualité et de non-respect de ce qui avait été agréé. En fait, l'idée, ce que vous nous dites, c'est que dans un souci dissuasif, on doit être capable de dire oui, s'il le faut, on peut frapper le territoire russe. Il faut avoir les moyens de répondre à la menace telle qu'elle est employée par nos adversaires. Voilà, de manière défensive, de manière non escalatoire. Encore une fois, on a des armées et des moyens de défense pour se défendre et pour défendre nos alliés, pas pour attaquer. Voilà. Ça, la Russie mène, sous voûte nucléaire d'ailleurs, une politique de sanctuarisation agressive pour envahir un territoire. C'est pas ce que fait l'Europe ou ce que font les puissances européennes. Mais pour vous répondre très précisément, dans le budget tel qu'il
qu'il a été proposé, porté par la LPM. Il y a des moyens additionnels de protection aérienne et antimissiles, il y a des moyens d'alerte avancée et il y a des moyens qui nous permettent d'avancer vers ces capacités de frappe dans la profondeur. Soit on regarde la menace, soit on la regarde pas, d'où l'importance d'avoir un budget de défense. Un grand merci Alice Ruffo, vous êtes ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. Merci d'avoir été l'invité du 8h30 France Info. Merci bien sûr Mathilde Sirot, notre consoeur de l'hebdomadaire Le Point. Restez sur France Info.